Nous voici réunis autour du monument anglais pour commémorer l'anniversaire de la bataille du Cateau qui eut lieu il y a 110 ans, le 26 août 1914. Merci à tous d'être présents. Il importe aujourd'hui comme hier que nous accomplissions le devoir de mémoire pour honorer le souvenir de ces héros, nos héros qui vinrent défendre la liberté et notre pays. 10 années déjà que nous étions dans la commémoration du centenaire et la mémoire est toujours aussi vivante, tant chez nous au Cateau-Cambrésis que chez nos amis britanniques. J'en veux pour preuve la rencontre faite ici même en avril, chez nous au Cateau, en avril dernier, avec la visite de Mr. et Mrs. Dewthwaite de Newcastle upon Tyne, venus pour se souvenir du frère du grand-père de Madame Dewthwaite, le capitaine Robert Bruce, tué le 26 août 14 au Cateau, alors qu'il combattait à la tête des Argyll et Sutherland Highlanders. Il est enterré au cimetière international et son nom figure sur le monument qui est devant nous, derrière moi. Aussi, aujourd'hui, dans le même intérêt, aujourd'hui, la visite de M. Peter Croft, venant d'Édimbourg, en mémoire de son grand-père Albert Croft, qui combattit au sein des Suffolk au Cateau-Cambrésis. Comme chaque année, nous rappelons succinctement les faits, car après cette défaite héroïque qui marqua à jamais le Royaume-Uni, notre pauvre population catésienne va subir pendant plus de 50 mois l'implacable occupation des envahisseurs allemands. Rappelons-nous, en ce premier mois de la guerre, les armées allemandes se sont mises en marche à travers la Belgique pour une gigantesque manœuvre d'encerclement de l'armée française. Les Allemands avancent plus vite que prévu et en force. Face à eux, les troupes du Royaume de Belgique et les troupes anglo-françaises doivent céder le terrain. Le British Expeditionary Force, BEF, débarque au Havre du 12 au 17 août. Il est constitué de 2 corps, soit 4 divisions d'infanterie et une division de cavalerie. Il comprend fin août 1914, avec l'apport d'une 5e division, environ 82 000 hommes. Il est dirigé par le maréchal French. Placé à la gauche de la 5e armée française du général Lanrezac, le BEF est battu le 23 août à Mons, en Belgique, et il se replie sur le Cateau. Pour le 2e corps, alors que simultanément la 5e armée, la 5e armée française, bousculée à Charleroi, est contrainte de battre en retraite vers le sud. Sur le terrain, la retraite est épuisante. La fatigue est telle que le général Smith d'Orient, qui commande le 2e corps anglais, décide d'arrêter le mouvement au Cateau et de faire face à l'ennemi. Le 26 août, en contradiction avec les plans de French, le général Smith d'Orient livre bataille au Cateau à la première armée allemande de von Kluck. À 1 contre 3, les 3 divisions anglaises et la brigade de cavalerie Allenby du 2e corps font face à 10 divisions allemandes fortes de 170 000 hommes et d'une artillerie puissante. L'ordre de bataille britannique échelonne les troupes du 2e corps le long de la RN 39 entre Catillon-sur-Sambre et Catenières. Un 3e corps restreint occupe le secteur entre Caudry et Cambrai avec le renfort du régiment de cavalerie français du général Sordet. La brigade d'artillerie de campagne installe ses batteries entre les Quatre-Vaux et Remont. Les Britanniques mettent en œuvre 3 batteries à 18 canons chacune. Si toutes les unités britanniques participent au combat du 26 août, c'est le secteur du Cateau qui reçoit l'attaque puissante de l'artillerie et de l'infanterie allemande. Dès 6 heures, on se bat au corps à corps. L'infanterie britannique cède et se replie devant la 37e batterie. L'artillerie allemande pilonne sans discontinuer les forces britanniques. À 15 heures, après des combats acharnés, surclassés en nombre et en matériel d'artillerie, la 5e division étant menacée d'encerclement, le général Smith d'Orient ordonne la retraite générale vers Saint-Quentin. La brigade de cavalerie française du général Sordet, venue en renfort, permet la retraite de l'aile gauche britannique dans de bonnes conditions. Néanmoins, les Britanniques laissent sur le terrain 7800 hommes tués, disparus, prisonniers. Le 27 août 1914, le lendemain, le généralissime Joffre adresse ses remerciements au maréchal French. La cause française a été servie d'une manière vitale par l'action de l'armée britannique pendant ces derniers jours. Toute l'armée française sent qu'elle a contracté envers elle une immense dette de gratitude. Après avoir cherché en vain la décision à la Marne, puis à l'Aisne et à la Somme, les forces britanniques poursuivent le combat, successivement à Arras, sur l'Isère et à Ypres, aux côtés de l'armée française, jusqu'à la victoire totale sur les forces de l'envahisseur allemand. La 66e division britannique du général Morland délivrera la ville du Cateau en octobre 1918. Pour commémorer cet événement de la bataille du Cateau du 26 août, en 1926, on élève ce monument qui porte sur les 4 faces, les noms des nombreux régiments d'infanterie et d'artillerie qui prirent part à la bataille, Suffolk et Manchester, Highlander, Argyll et Sutherland. Nos amis anglais le nomment The Suffolk Hill Monument. La 93e batterie du Royal Field Artillery
nommé 37e batterie en août 14, héroïque pendant les combats, porte depuis le nom de Le Cateau, qui a été accordé par décret royal. La Commonwealth War Graves Commission commémore, comme l'a dit mon prédécesseur à ce micro, plus d'1 million de soldats du Commonwealth qui sont tombés lors de la Première Guerre mondiale. On commémore également des soldats tombés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ces soldats, sur les 1 million tombés lors de la Première Guerre mondiale, la moitié sont tombés en France. Et comme l'a dit mon prédécesseur à ce micro, les premiers sont tombés ici, au Cateau. Et entre-temps, effectivement, entre le 23 août ou 26 août 1914 et le 11 novembre 1918, ce sont effectivement plus d'un demi-million de soldats qui sont tombés sur les territoires français. Un certain nombre de nos cimetières sont ici, dans les environs. Les forces du Commonwealth qui sont commémorées ici sont soutenues par les pays du Commonwealth, donc la Grande-Bretagne, mais également le Canada, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Inde. Et je ne reviendrai pas sur les circonstances historiques, mon prédécesseur à ce micro et mes successeurs à ce micro le feront beaucoup mieux que moi. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que ces 500 000 soldats tombés en France, ces 5 000 tombés ici lors de la bataille du Cateau, ce ne sont pas juste des noms sur un mémorial. Ce sont 5 000 familles, 5 000 communautés qui ont été éprouvées et qui sont encore aujourd'hui. Quand tout à l'heure on parlait d'un certain nombre de visiteurs, on parle ici de l'arrière-grand-père ou du frère de l'arrière-grand-père d'une personne qui vient nous rendre visite. Il faut bien se rendre compte encore aujourd'hui de la puissance du séisme qui a concerné ces communautés quand elles ont perdu ces soldats. Et ces lieux, ici ce mémorial de Remont, mais également le cimetière international, ce sont des lieux de pèlerinage, véritablement des lieux de pèlerinage, encore 110 ans plus tard. Je pense que c'est important de bien comprendre toute la puissance spirituelle et l'investissement émotionnel que peuvent ressentir les familles quand elles viennent de si loin, parfois c'est le voyage d'une vie, pour être présents ici sur le territoire et se remémorer le nom des soldats. C'est pour ça qu'à la commission, le nom d'un soldat est toujours quelque part. Il est soit sur une stèle, là où le soldat est enterré, soit sur un mémorial. On retrouve ce mémorial ici, qui n'est pas un mémorial commission, mais qui est entretenu par la commission. On va le retrouver sur un certain nombre de mémoriaux, de manière à ce que les familles puissent toujours se remémorer le nom et savoir que quelque part, il existe encore. Et ça, c'est très important. Il y a 110 ans, les 25 et 26 août, les stratèges allemands pouvaient penser que la route de Paris leur était ouverte. Malgré la résistance de l'armée belge, à Dinant, à Namur, à Liège, malgré l'arrivée du corps expéditionnaire britannique au Havre, à Rouen et à Boulogne, monté en ligne à Mons, malgré la 5e armée du général Lanrezac à Charleroi, les historiens s'accordent à dire que la bataille des frontières était perdue. Quand on parle des morts britanniques du 26 août, environ 5000, sans compter ceux qui sont blessés et mis hors de combat, souvenons-nous que la journée la plus sanglante de l'histoire de l'armée française est située au 22 août entre Charleroi et Morhange, à Rossignol. Il y a eu 22 000 morts en une journée. Namur tombait le 24 août, Liège également. Dinant se rendait, malgré la vaillance de l'armée française, sur le pont de la Meuse, devenu célèbre par la blessure du capitaine de Gaulle. Mon grand-père, au 141e régiment d'artillerie de Dunkerque, tirait de Saint-Gérard au-dessus de la citadelle de Dinant avec son sacré canon, le 75. Il n'en parlait très peu et je l'ai retrouvé car j'ai hérité de son livret militaire. L'envahisseur pensait à sa victoire.
Mais c'est ici que la première étape du sursaut salvateur se produisit. Le général French, ayant déplacé son QG du palais Fénelon au Cateau, au lycée Martin de Saint-Quentin, avait des communications très difficiles avec le général Sir Horace Smith d'Orient. On l'a dit, dans une certaine idée de désobéissance, si l'on peut utiliser ce mot, celui-ci ne voulait plus reculer. Ces soldats qui étaient arrivés à la gare du Cateau, qui sont partis à pied à Mons, ont reculé. Ils étaient épuisés. Le temps était chaud et lourd. La terre était comme du béton. Ils n'ont pas pu s'enterrer pour faire face. Et la décision de Smith d'Orient a été, comme l'a dit Monsieur le Président avant moi, de faire face. Son expression britannique était celle-ci: « Gentlemen, we will stand and fight ». C'est très difficile à traduire. Ça veut dire en gros, nous allons faire face. Le premier choc de titan de la guerre 14 sur sol français se déroula ici, entre les Quatre Vaux, au croisement des deux grandes routes stratégiques, Sedan-Calais et Paris-Bruxelles, la chaussée Brunehaut derrière nous. Cette bataille eut lieu entre Troisville et Remont et le Cateau. L'infirmerie de tête de la troupe anglaise était à l'église de Remont, où le général Earl, qui était capitaine, a été soigné. Il avait reçu un éclat d'obus en pleine figure et il a continué le combat jusque vers la Marne. Joffre rencontrait le général Lanrezac avec French à Saint-Quentin. Lanrezac était revenu de Belgique par Chimay et la vallée de l'Oise. La deuxième bataille de retardement, ça n'était que ça, mais c'était essentiel. C'était à Guise, avec la 5e armée française. Quand vous êtes à Guise et que vous prenez le chemin soit de Saint-Quentin, soit de Laon, vous avez un magnifique monument commémoratif de la 5e armée. C'est un monument art déco qui n'était pas bien entretenu et j'étais intervenu pour que Monsieur le maire, à défaut du ministère des Armées, fasse nettoyer ce mémorial extraordinairement beau et évocateur, d'autant qu'il y a le numéro du régiment de mon grand-père. Voilà cette situation. La France fut sauvée, puisque la Marne se préparait ici et à Guise. Tous les historiens le disent, il s'en est fallu de 72 heures. En ce mardi 26 août 1924, de nombreux Cartésiens se souviennent de l'arrivée des troupes allemandes du général von Kluck, c'était il y a 10 ans, quand on est en 1924, et de l'héroïque résistance des soldats britanniques qui tentaient, sous les ordres du général Smith d'Orient, d'empêcher leur implacable avancée vers Paris. Ce 26 août 14, bien sûr, reste gravé dans les mémoires et dans les souvenirs de notre cité, qui fut occupée pendant 50 mois par l'ennemi et délivrée en 1918 après d'effroyables destructions. Il a fallu reconstruire, retrouver l'espoir d'une vie pacifiée. Mais en 1924, voilà déjà que le mot chômage est de retour, avec l'inquiétude du lendemain. En février, un conseiller municipal alerte le maire, Ulysse Claes, qui était le maire en 1924. Il écrit « Le manque de travail a plongé de nombreuses familles dans un état voisin de la misère. Pourtant, dans la ville, de nombreux chantiers restent inachevés. » On peut, pour parler d'autres souvenirs, évoquer le grand peintre Auguste Herbin, qui est venu plusieurs fois en cette année 1924, séjourner dans la ville de son enfance. En France,
Les élections législatives du mois de mai voient la victoire du cartel des gauches. En juin, Édouard Herriot est nommé président du conseil. Les membres du conseil municipal catésien le félicitent par courrier. Léon Blum, député de Paris, est aussi salué par la même occasion. En cette année 1924, les vaccins contre la diphtérie et le tétanos sont mis au point. On se rappelle qu'après la bataille du Cateau en 1914, de nombreux soldats britanniques blessés avaient succombé dans les jours qui avaient suivi au tétanos, faute de traitement approprié. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien de beau dans la guerre. Il n'y a rien de beau dans la guerre, et quelle que soit la guerre, que ce soit la guerre de 14-18, que ce soit la guerre de 39-45, que ce soit les conflits d'opérations extérieures, que ce soit cette guerre qui sévit aux portes de notre Europe en ce moment, et celles qui ont lieu bien plus loin, et puis ces guerres aussi que l'on a de manière intramuros vivant par les attentats ou par quelque chose que ce soit. En tout cas, il n'y a rien de bien dans la guerre, si ce n'est vraiment à un moment donné se dire que le devoir de mémoire, c'est celui que l'on porte chacun d'entre nous, en tout cas par notre présence aujourd'hui, à la fois sur les combattants qui nous sont venus du Royaume-Uni et qui donc ont souffert sur ces terres, et donc il ne faut jamais oublier, à la fois sur les personnes civiles, militaires, sur les personnes engagées, qui à un moment donné ont vu leur famille brisée, ont vu leurs enfants dépossédés de la vie, et puis qui ont laissé leurs traces, en tout cas par leur sang et par leurs âmes sur nos territoires. Alors un petit trait d'humour, Jean-Marie est toujours très expressif et je l'écoute toujours avec beaucoup de plaisir, Jean-Marie, tes discours. Et on a l'habitude de dire, quand on se pose une question sur une date, on va voir Jean-Marie. Et si on veut vraiment avoir l'heure à laquelle ça s'est passé, on va voir Monsieur Langrand qui se cache là-bas, quoi. Vous êtes tous les deux pas des conteurs d'histoire, parce que c'est la vérité, ce qui s'est passé, mais bravo à vous pour la qualité de vos discours. Enzo, il a la tête de votre copain, de votre fils, de votre petit-fils éventuellement, mais c'est typiquement des jeunes comme lui qui sont là marqués derrière nous. C'est eux qu'on a envoyés dans des territoires qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et il y a un peu cette image, pas spécialement d'Enzo, mais regardez-le, dites-vous un peu que ça a été catastrophique ce qui s'est passé en 14 et ce qui s'est passé aussi en 39-44. Mardi 3 septembre 2024, commémoration du 80e anniversaire de la libération du Cateau-Cambrésis. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de lire une partie du discours de Monsieur Pourfin, maire du Cateau, en 1944. Ce discours, il l'a lu le 6 septembre 1944, en disant ceci. Dimanche matin, le 3 septembre 1944, un immense frisson de joie secouait toute la ville. Pendant des jours et des nuits, nous avions assisté muets, le cœur angoissé mais gonflé d'espérance, à la déroute de cette formidable armée allemande que 4 ans et demi plus tôt nous avions vu déferler à travers nos rues, dans tout l'éclat de sa puissance, broyant notre pauvre France et la laissant enchaînée, accablée par la défaite. Et voilà que, comme par miracle, nous étions libérés, délivrés. Quelques rafales de mitraillettes, quelques explosions, et une armée blindée, amie cette fois, donnant une impression de force jamais égalée, déferlait à son tour à nos regards émerveillés et sous nos acclamations. Pourquoi faut-il que ce beau jour de délivrance ait été endeuillé par la suite, par de vaillants jeunes gens? Voici les noms de ces vaillants. Jean Carpeza, 20 ans. Gaston Théry, 27 ans. Maurice Houin, 32 ans. Gabriel Barusso, 25 ans. Gustave Belin. Il n'y a pas l'âge. Enfin, 2 autres victimes civiles, Gaston Avoine et Albert Mouguet, exécutés le matin du 3 septembre par des fuyards allemands. Nous sommes réunis ce jour du 3 septembre 2024 pour commémorer aujourd'hui le 80e anniversaire de la libération de notre ville. Cette date du 3 septembre doit être pour tous les Catésiens un rendez-vous solennel qui nous permet de rendre un hommage appuyé à nos morts et de nous souvenir de nos concitoyens qui participèrent à la résistance ou subirent durant toutes ces années la répression terrible de l'envahisseur nazi.
Aujourd'hui, légués par nos anciens, nous avons le devoir d'entretenir la mémoire de nos héros et de nous souvenir de toutes ces atrocités qu'a subies la population cartésienne. Rappelons-nous, depuis le débarquement des Alliés le 6 juin 1944, les Américains ont déployé une force considérable qui repousse les armées allemandes vers l'Est et vers le Nord. Après la bataille de Normandie, le débarquement de Provence le 15 août, Paris est libéré le 25 août par la division blindée française du général Leclerc. Les Allemands se replient en ordre vers la Belgique, poursuivis par les troupes de la première armée américaine, qui libère en quelques jours toute la région sud du Nord, Pas-de-Calais. Ainsi, du 1er au 4 septembre 1944, toutes les communes du Cambrésis sont libérées. Cambrai est libéré le 2 septembre, mais le Cateau, situé plus au sud, doit attendre le 3 pour voir les derniers Allemands se replier. À 10 heures, les drapeaux apparaissent aux fenêtres. À midi, les cloches sonnent à toute volée pour accueillir les premières troupes libératrices venant de Marais. On imagine la liesse des habitants qui applaudissent au passage des soldats américains. On sort les drapeaux tricolores, on se félicite. Les FFI demandent l'aide des Américains pour venir à bout d'une cinquantaine de SS retranchés au cimetière international, ainsi que dans les villages de Bazuel et du Pomereuil. À 19h30, les blindés reviennent de Bazuel et défilent jusqu'à 22h au cœur de la ville. Cependant, la libération de notre commune a fait l'objet de plusieurs événements dramatiques. Le 31 août 1944, avant de quitter la ville, les Allemands mettent le feu à l'usine Sédou. Au cours des combats du 3 septembre, 7 résistants des forces françaises de l'intérieur furent tués. On vient de les nommer. Merci Guy. Le 6 septembre eurent lieu les funérailles solennelles des 7 FFI qui ont donné leur vie lors des combats pour la libération, dont le jeune Jean Carpezat, membre des JOC, qui est sur la commune de Montaic. Une foule immense suit les corps qui avaient été auparavant exposés au palais Fénelon. Recouverts d'un catafalque noir et veillés par une garde FFI, les cercueils sont acheminés au travers de la ville vers le cimetière. Mes chers concitoyens, que ce jour de commémoration soit pour les Cartésiens une journée du souvenir envers ceux qui ont combattu l'ennemi nazi, vers ceux qui ont été déportés et ne sont pas revenus, enfin ceux, héros ou anonymes, qui ont accompli des actes de bravoure pour notre liberté. Alors aujourd'hui, c'est un moment de joie, on fête la libération de la ville du Cateau. Certes, on est tous joyeux fêter ce type d'événement, mais avant qu'on fête, malheureusement, il faut toujours ne pas oublier le passé et les différentes étapes qui ont conduit à cette libération, et surtout la souffrance et le nombre de décès. Plus, la guerre 39-45 a aussi fait apparaître un nouveau front, c'est qu'on oublie un peu rapidement. Certes, on énumère les résistants qui ont été abattus, mais on oublie aussi que si le 6 juin 1944, le débarquement a eu lieu, il y a certes les forces alliés, nos amis anglais, américains, canadiens et d'autres français, mais il y a aussi eu un mouvement à l'intérieur de la France, et le mouvement de la résistance, qui a essayé d'empêcher les Allemands de pouvoir répondre et de réapprovisionner sur les côtes normandes. Donc la France a joué un rôle important avec un homme très grand à la tête, c'était le général de Gaulle. Tout à l'heure, notre collègue et ami Jean-Marie Fougereau me disait qu'il a retrouvé une photo du 26 mai 1940 où le major Rommel descendait, maréchal de l'époque Rommel, descendait avec ses troupes SS le centre-ville du Cateau, et parce qu'il venait de Charleville-Mézières, il rejoignait Cambrai. Vous voyez, l'histoire est là, l'histoire est présente au Cateau, elle est présente malheureusement trop souvent dans les défis mondiaux, les guerres. 14-18 a été certainement la guerre la plus dure pour les Cartésiens, mais aussi pour nos amis anglais. Et de cette présence qui est terne, qui est sombre, eh bien, on a toujours l'espoir, la lumière. Et la lumière, elle vient de quoi? Elle vient de notre ferveur, de notre volonté d'avoir la liberté. Mais la liberté, on disait toujours, Proust disait toujours, la liberté a un prix. La liberté, c'est le prix de pouvoir vivre ensemble, quelles que soient nos convictions politiques et religieuses, même si en ce moment on ne sait plus quelles sont les convictions des uns et des autres, et le monde va mal et la République va mal. Donc cette liberté, il faut qu'on la protège tous ensemble. Alors, Daniel a bien énoncé tous les conflits dans le monde. Je pense que le conflit russo-ukrainien va encore durer quelques années en Europe. Ça facilite aussi la vente des armes, ça facilite aussi des enjeux économiques pour affaiblir des pays mondiaux comme la Chine actuellement, qui a un problème de croissance. Voilà, tout cela, il faut être prudent. Il faut dire qu'on est impacté par des enjeux qui nous dépassent, mais il faut subir tout en relevant la tête et dire que nous, la France, c'est un pays qui a ses valeurs sont nées de son territoire, de son histoire.
Et c'est la liberté qui est le sentiment le plus fort aujourd'hui lors des commémorations. De la liberté viennent d'autres éléments, la solidarité, les valeurs de la République, de la laïcité. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la liberté. La liberté, elle naît de l'expression libre que l'on peut avoir, même si quelquefois, certains politiques ont une expression un peu trop libre qui sort d'un cadre respectueux des uns et des autres. Mais nous devons montrer à nos jeunes générations que la liberté, c'est un atout pour notre France. Nous sommes sur le site à la stèle, tout au moins, de M. Jean Carpezat pour lui rendre un hommage. En 1943, Jean Carpezat intègre le chemin de fer, où, une fois dans la place, il fournira à la résistance des renseignements sur les mouvements ferroviaires. Si dans la journée, ce jeune Carpezat était un employé modèle, au-dessus de tout soupçon, la nuit venue, il s'adonnait des activités susceptibles de lui coûter la vie. Jean appartient à la race de ces jeunes gens patriotes et courageux qui ont mené plus d'une fois des opérations clandestines, périlleuses pour que leur pays retrouve la liberté. Jean Carpezat recevra au nom de la France reconnaissance la Croix de guerre, destinée à son fils à titre posthume. Le nom de Jean Carpezat résonne encore aux oreilles des Cathésiens. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à Jean Carpezat, un jeune homme dont la vie a été tragiquement interrompue le 3 septembre 1944, à l'âge de 20 ans. En cette année où notre pays traversait des temps sombres, Jean Carpezat a été emporté bien trop tôt, laissant derrière lui des rêves inachevés et une famille plongée dans la douleur. À 20 ans, Jean était encore à l'aube de sa vie, une vie pleine de promesses et d'espoir. Il représentait l'avenir, un avenir que la guerre et ses horreurs lui ont impitoyablement arraché. À une époque où l'incertitude et la peur étaient omniprésentes, Jean incarnait la résistance, non seulement contre l'oppression, mais aussi contre le désespoir. Le 3 septembre 1944, Jean est tombé victime d'un conflit qui a marqué à jamais l'histoire de notre pays. Sa mort nous rappelle la brutalité de la guerre, mais elle souligne aussi l'importance de la mémoire. Nous devons nous souvenir des soldats morts pour la France, non seulement pour leur sacrifice, mais aussi pour les idéaux qu'ils portaient en eux, la liberté, la justice et la paix. En ce jour, nous nous inclinons devant la mémoire de Jean Carpezat, mais nous nous souvenons aussi du courage de tous ces soldats, de tout leur refus de se soumettre à l'injustice et de leur engagement pour un monde meilleur. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos terres? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Rendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.